du groupe AGF. AGF va nous parler de ses projets de préfabrication. Donc, à toi la parole. Je suis plus petit que tout le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Farley. Je vais vous entretenir. Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Je vais vous entretenir sur la préfabrication en acier d'armature. Le préassemblage, je dirais même. Je ne suis pas la personne la plus à l'aise au micro, donc soyez indulgents. C'est mon patron, M. Gendron, qui m'a demandé de le remplacer pour cette présentation. Il est lui-même en voyage pour un projet au Danemark. Je l'ai situé sur ma slide dans une carte qui représente la présence d'Acier AGF à travers le monde. Donc, vous pouvez voir qu'on est un peu partout au Canada, coast to coast, en Amérique du Sud, en Europe, puis même en Inde au niveau technique. Donc, voyage au Danemark pour un projet particulier. Puis, je vais digresser tout de suite. Je vais parler de ce projet-là parce qu'en fait, il s'intègre très bien dans le sujet qu'on a en ce moment. Nous autres, c'est vraiment la structure, l'acier d'armature. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, c'est un projet qui s'appelle le projet Femern, excusez-moi, c'est pas facile à prononcer au Danemark. C'est donc le plus long tunnel immergé du monde, 18 km de long, entre le Danemark et l'Allemagne. Puis en quelques chiffres, le tunnel, il va faire environ 40 mètres de largeur pour 15 mètres de hauteur. Il y aura 4 tubes séparés, 2 tubes avec 2 voies autoroutières, puis 2 tubes avec des voies de chemin de fer. C'est pas mal plus long que le troisième ligne. Je vais vous donner une comparatif. Pour les curieux d'armature, c'est 400 000 tonnes d'acier. Un comparatif pour Champlain, c'est 15 000 tonnes d'acier. Donc, on a fait dernièrement. Donc, quasiment du 30 pour 1. Alors, c'est un beau projet, un beau défi. Puis, en fait, je vous présente des photos de ce projet-là, une usine de préassemblage là-bas. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut retenir de ces photos-là, c'est que le gabarit est rempli de plein d'armatures. Puis, quand on pense des fois à nos limites en tant que dimension pour préassembler l'acier, on voit ici que c'est quand même des très grands éléments qu'on peut préassembler. Donc, ultimement, si on a un projet avec de cette ampleur-là, on peut se donner les moyens pour préassembler presque tout. Regardez la photo à votre droite. Intéressant, comme principe des poupées russes, un module préassemblé qui s'en va dans un gabarit qui est préassemblé. Puis même dans ce module-là, il y a des supports qui sont préassemblés et soudés. Donc, beaucoup de préassemblage qui accélère l'exécution. Ici, peut-être l'intérêt, c'est de voir un peu les gaines de post-tension, qui sont les gaines métalliques entre les rangs d'acier. Ça sert à unir les morceaux éventuellement plus tard lorsque c'est bétonné. On va en reparler un peu plus tard. Donc, AGF participe à ce projet-là, mais c'est qui AGF? On est un fournisseur, un installateur d'acier d'armature. Ça fait 75 ans qu'on fait ça. AGF fournit et pose l'acier d'armature. Pour vous donner une petite idée, Laurent Gendron, qui est le père de Serge Gendron, qui est au Danemark, en fait, c'est lui qui réunissait des gars sur un banc de parc au Parc La Fontaine tous les matins de façon quotidienne, puis les envoyait sur des chantiers il y a 75 ans. Donc, c'est quand même... maintenant, AGF a beaucoup grandi. C'est plus de 2400 employés spécialisés en acier d'armature, en post-tension, 23 usines, 27 unités d'affaires, 7 pays. On a une présence partout au Canada, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis on travaille à peu près sur tous les grands projets au Québec, puis on va avoir quelques-uns dans ma présentation. Comme je suis votre plan B, il faut que je me donne un peu de crédibilité. J'ai une formation à l'École polytechnique, diplômée en génie civil. J'ai travaillé à l'INSA, en fait, j'ai étudié à l'INSA de Toulouse, puis en administration. J'ai fait plusieurs projets de pont en Europe, puis retour en 1999 à Montréal, où tout de suite, j'ai pris le volet de la post-tension, directeur technique. Puis j'ai été mandataire de quelques grands projets, dont le CUSUM, Muskrat Falls, donc CUSUM que mon compatriote de Pomerleau a participé,
Royal Mount qu'on termine ce mois-ci. Au niveau de la structure, on s'entend. Vous n'êtes pas prêts d'aller acheter des choses chez Louis Vuitton encore. Donc, le préassemblage, la fin de mon introduction, le préassemblage en usine. Je vais essayer de passer quand même assez vite parce que je sais que j'étais un peu serré dans mon temps. Donc, les enjeux, en fait, les points à vérifier pour pouvoir faire du préassemblage, ultimement, du préassemblage d'acier. Vous allez voir qu'ils sont tous un peu interreliés. Je les ai comme pas mis dans le bon ordre, mais en tout cas, ce n'est pas grave. Dimension et poids, donc pour respecter pour tout ce qui est la possibilité de transport, possibilité de levage, évidemment, possibilité de stockage, puis même au niveau du lieu de préfabrication, je ne pourrais pas faire des éléments préassemblés de très grande hauteur si je suis dans une usine. Transport, bien, on en a parlé, le poids, la longueur, la hauteur, la largeur qui sont restreintes. La rigidité, vous voyez dans la photo, là, il y a comme des croisillons. Bien, ça assure une certaine rigidité. La fixation des éléments internes, il y a de la post-tension ici, qui n'est pas une post-tension pour relier, elle est vraiment intrinsèque au chevette qu'on vous présente. Puis, bien, peut-être certains le savent, là, mais les profils de gaine en post-tension, c'est à plus ou moins 3 mm, donc c'est assez précis. Il faut que ça soit bien attaché si on veut pouvoir le transporter. Puis évidemment, la distance, hein, faire une distance de quelques kilomètres pour aller au chantier, c'est une chose, mais si on a 500 kilomètres à aller faire dans des routes qui sont chaotiques, bien, on a intérêt à ce que ça soit bien attaché. Enchevêtrement, donc, comme ces éléments-là s'en vont dans des éléments existants, il faut regarder comment ça s'enchevêtre. Il peut y avoir de la congestion. Il faut réfléchir à mettre des réservations dans l'acier, peut-être retirer certaines barres, faire 90 des barres, mais après ça, possibilité de les mettre a posteriori, 10 L'accès au chantier, on revient aux mêmes choses, conditions, le chemin, l'approche près du lieu de pause. Les chevauchements, importants aussi, dans le design, les ingénieurs, il faut qu'ils considèrent qu'on peut demander des chevauchements supplémentaires ou en enlever, demander à ce que les chevauchements ne soient pas alternés. Exemple, des colonnes où il y a des chevauchements alternés, beaucoup plus difficile pour nous autres de venir réassembler ça. Trop de chevauchements peut enlever une certaine rigidité aussi. Puis, bien, vous parlez un peu, ça c'est un chevette Durem. C'est un chevette qui fait environ 35 mètres de long, 2,5 mètres de large, de haut, 2,5 mètres, 3 mètres de large environ. C'est quand même toute une bête. Les gars sont bien contents de l'avoir posé. Vous voyez leur sourire. Dernier point, le levage. S'assurer d'avoir un plan de levage en collaboration avec l'entrepreneur général puis le grutier. Donc, tous les gens qui sont vraiment impliqués là-dedans, s'assurer de bien déterminer les points de levage, limiter les contraintes lorsque la structure est levée, puis assurer aussi que les points sont vraiment bien solides. S'assurer d'avoir des gens compétents pour faire ça parce que c'est des opérations qui sont très dangereuses. Hein, c'est des gros éléments. J'ai vu pas chez RGVF, mais j'ai vu des structures qui se sont écroulées lors de mauvais levages. Puis aussi que l'élément est assez rigide. On peut voir ici là, que c'est un levage qui est quand même assez complexe. Il y a plusieurs points d'attache. Vous pouvez voir les deux éléments, là, un genre de treuil en haut pour pouvoir répartir la force. Puis ultimement, ben, c'est un crochet qui prend le caisson et qui l'insère dans le sol. Donc, il faut pas que ça soit, il faut que ça soit bien levé pour pas que la cage torde et qu'on vienne à tout péter les attaches. Les avantages de la préfabrication, on en a parlé, hein, Carlo, meilleure maîtrise du temps d'assemblage, une meilleure productivité, surtout dans les éléments à répétition, surtout aussi parce qu'on est dans l'usine, c'est un environnement contrôlé, on en a parlé parce que les conditions sont bonnes, le sol est droit, on a un pont roulant qu'on peut utiliser, on n'a pas besoin d'attendre après le coffreur. Toutes des choses qui nous irritent. Évidemment, la répétition aussi. Pratique dans les zones de stockage sur les chantiers de restreindre. En fait, s'il n'y a pas de préassemblage au chantier, ben, on prend un gratte-ciel à Montréal. C'est sûr que ça va être très compliqué pour amener, pour préfabriquer parce qu'il n'y a pas de lieu. Donc, on amène tout ça par fardier. On prend les colonnes, on les plante. L'exécution est rapide. Accélération des travaux. Donc, tout est exécuté hors du chemin critique.
certaines opérations qui peuvent prendre 2 semaines. On va en voir bientôt, puis je vois le temps qui s'écoule. On va en voir bientôt, mais 2 semaines d'exécution peuvent être rattrapées en une journée seulement. Et donc, vous savez, quand les coffreurs ils ont le coffrage de prêt, on dirait qu'il n'y a pas de temps pour l'armature. C'est ce qui se passe. Possibilité de laisser la courbe de main-d'œuvre, les faire en hiver, au printemps, au lieu de dans une grande période d'automne. Les prérequis, les gabarits, j'essaie d'aller plus vite, là. Vous voyez la complexité, celui de gauche, c'est vraiment parce que c'est très, très gros éléments, donc quand même assez complexe, des variables, etc. À faire quand il y a de la répétition, évidemment. À droite, c'est plus pour s'assurer, parce que là, dans ce cas-ci, ce n'est pas juste l'acier préassemblé, mais c'est de l'acier qui est préassemblé et bétonné d'avance. Alors, Carlo n'aimait pas que j'utilise le mot Lego, mais pour des piliers dans un canal au canal de Beauharnois, il faut que ça s'emboîte comme il faut. Alors, rappelez-vous des gabarits, puis regardez ce que ça donne. C'est vous voyez au niveau des pièces cylindriques qui sont tous semblables, donc qui s'emboîtent. Puis ensuite de ça, le chevette qui est placé en haut et qui va être bétonné. Et le tout va être uni ensemble avec la post-tension, donc des câbles de post-tension qui vont prendre tous ces morceaux-là puis les maintenir ensemble. Donc, une belle manière de fonctionner. Vous voyez comment il y en a une tralée, là, comme on dit, là, des piliers. Là, je trouvais que les photos étaient belles. Je vais passer vite, mais je trouve que c'est un gros morceau à amener puis à positionner à 70 mètres dans les airs. Donc, c'est un bel accomplissement pour ça. Jonction mécanique post-tension, donc les éléments qui nous permettent d'unir des morceaux qui sont préfabriqués. Donc, la post-tension, j'en ai parlé, par toron, par barre. Manchon positionnel, ça permet en fait à un manchon qui permet une installation sans avoir à faire de la rotation des barres. Donc, s'ils sont bétonnés d'un côté puis de l'autre, on a juste à dévisser le manchon pour aller raccrocher les filets des barres d'armature. Donc, ça assure une barre qui est en continuité. 3 minutes. Excusez-moi. OK. Pont Jean-Cartier, un des premiers projets que j'ai fait quand j'ai commencé chez AGF 2001. Probablement un des chantiers phares du Québec depuis les 25 dernières années. Ça, c'est un modèle parfait de préassemblage, de préfabrication de panneaux de near site que vous avez parlé. C'est exactement ça. Contrainte majeure, rappelez-vous, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais c'était la réfaction de la dalle entière du pont Jean-Cartier, des nervures principales, tout en gardant l'entièreté du pont ouverte de 6 heures le matin à 8 heures le soir. Donc, c'est quand même un défi. Quand on voit ce que ça crée, le tunnel, je veux dire, c'était la bonne solution. Puis, pour nous aider à relever ce défi-là, il y avait des pénalités de 5 000 $ par voie par 5 minutes, si ce n'était pas ouvert. Donc, faites le calcul, 5 minutes, pont pas ouvert, c'est 25 000 $, 1 heure, 300 000 $. Mais, je vous annonce qu'on a tous réussi, puis qu'il n'y a pas une fois où on a retardé de 5 minutes. Alors, pour faire ça, on découpait c'est pas moi, là, moi, je suis le gars de l'armature, mais on découpait la nuit les sections, les dalles existantes, vous les voyez qui sont découpées. On remplaçait les morceaux un à un parce que les dalles qu'on préfabriquait avant étaient autoportantes. Et une fois qu'au niveau de la transversalité, les 4 panneaux étaient installés, on avait de la post-tension transversale qui se faisait. Ensuite de ça, une fois que c'était d'une travée à l'autre, donc les appuis, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de la post-tension longitudinale. Et là, on unissait les panneaux dans l'autre sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'était pas juste unir les panneaux, mais c'était aussi d'assurer une aide structurale, parce que la post-tension va aider structurellement aussi à soutenir les charges en général. Donc, l'assemblage plus l'aide structurale. Au niveau de l'aspect du préassemblage puis de la préfabrication, c'était une usine qui était construite juste à côté, near site. Pourquoi? Première raison, les panneaux faisaient 6 mètres par 6 mètres. Fait que ça ne se transporte pas, c'est sûr. On était directement au bout de l'allée qui rentrait vers le pont Jean-Cartier. On préassemblait, vous voyez la photo de droite, là, c'est des vieilles photos, les gars. En tout cas, je me rappelle de ces gars-là, je me rappelle même leur nom. Et eux autres, on préfabriquait les nervures avec le câble de post-tension, même les torons pour la prétension.
Et ces nervures-là étaient disposées dans un moule où là, on faisait l'acier de la dalle. Et ensuite de ça, 20 secondes. Ensuite de ça, on prenait toute cette dalle-là, on les amenait dans des coffrages et on bétonnait, cure, sortait les morceaux, tout était stocké. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé en 2 ans à remplacer la dalle du pont Jean-Cartier. Il me reste 2 slides. Je vais finir ma présentation par un questionnement. Savez-vous qu'au Québec, il est défendu de souder des éléments de structure comme l'acier d'armature? C'est interdit. Pourtant, nos principaux fournisseurs de machines pour plier et couper l'acier, ils vendent à travers le monde une machine de ce genre-là. Je vous fais une petite démo, ça prend 10 secondes. Qu'est-ce qui fait? C'est pourquoi on est aussi réticent, parce qu'on a quand même fait des demandes, pourquoi on est aussi réticent à utiliser cette méthode-là qui serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, conséquemment beaucoup moins cher pour les donneurs d'ouvrage, moins de main-d'œuvre dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je disais, il n'y a pas de bonne raison, selon moi, c'est du tack welding, il y a aucune, ça n'affecte en rien la capacité de l'acier. Et dans le monde, 90% des pays acceptent ça aussi. Donc, question à poser, raison politique, difficulté, réticence au changement, je ne sais trop. Voilà, je termine ma présentation sur ces questions-là. Puis j'encourage aussi tous les donneurs d'ouvrage, les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, les fabricants d'acier d'armature à travailler ensemble pour favoriser ça, le préassemblage puis de l'acier d'armature. Merci. Merci. Donc, si vous avez des questions pour Patrick ou Vincent. Moi, j'aurais une question pour oui. Patrick. Avant ça, comment les gens faisaient? Comment ils faisaient tout au chantier? Oui, tout à fait. En fait, même actuellement, la plupart, c'est au chantier encore. Je vous ai montré des beaux exemples de ce qui est fait, mais la plupart de notre exécution est faite au chantier. Chez AGF, on privilégie quand même tout ce qui est préassemblage en usine, comme les colonnes, tous les éléments qu'on peut vraiment amener au chantier. Mais si on parle d'une fondation, de grosses fondations, c'est rare qu'on va préfabriquer parce que c'est déposé au sol, au coffrage, puis un coffrage autour, puis tout ça. Donc, on va essayer de préfabriquer peut-être des panneaux pour des murs. S'il y a des choses qui peuvent être faites à côté, encore là, je veux dire, il faut que ça soit travaillé, il faut qu'il y ait une certaine répétitivité aussi. C'est toujours ça qui est intéressant. Donc, ce n'est pas tant favorisé. Puis si on avait justement, en fait, je pense qu'il faut se creuser la tête pour essayer de trouver des méthodes qui vont faire que on va standardiser les choses pour pouvoir plus préfabriquer, préassembler. La soudure, c'est quoi le problème? Ils ont peur que ça affecte la qualité, la résistance de l'acier? Bien, il y a 25 ans, on avait des aciéries qui étaient capables de faire de l'acier régulier puis de l'acier soudable. Mais c'était un peu plus cher, l'acier soudable. Puis l'acier régulier, en fait, c'est juste la teneur en carbone qui différencie les deux. Puis c'était pas aussi facile pour les aciéries de faire un acier qui est soudable. Maintenant, 100% de l'acier chez AGF, puis probablement que chez nos compétiteurs, c'est la même chose, c'est tout soudable. Je veux dire, ce n'est plus un enjeu. On est capable de maîtriser la composition chimique pour pouvoir avoir de l'acier soudable. Donc, cette crainte-là de dire hey, je vais tack welder, parce que c'est ça la différence. Ce n'est pas une soudure structurale, c'est vraiment une soudure pour tenir une barre à côté de l'autre datite. Bien, ça, peut-être que vu que historiquement, on n'était pas sûr qu'on utiliserait de l'acier soudable, peut-être que les ingénieurs ont une réticence par rapport à ça. J'imagine sérieusement que si le MTQ donnait le go puis disait on accepte ça, je pense que ça déboulerait dans tout le Québec, ça c'est sûr. Comme il a fait il y a 25 ans pour l'acier galvanisé. Il y a 25 ans, il n'y avait aucune barre d'acier galvanisé au Québec. Puis là, maintenant, il y a plein d'ouvrages qui sont faits en acier galvanisé. Avant, c'était de l'acier qui était recouvert d'époxy. C'est une autre technologie. C'est sûr que l'acier galvanisé est meilleur. Peut-être que c'est juste ça. Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Farley, je change de spectre. Allez-y. Monsieur Gendron était propriétaire d'une usine
de préfabrication qui avait la chaîne d'opération Weinmann de l'Allemagne à Bois-des-Filions. Alors, il s'est débarrassé de cette usine-là. Je sais que ce n'est pas dans ça, mais pour quelle raison il s'en est débarrassé si c'est vraiment c'est vers ça qu'on s'en va? Je ne sais pas, vous me coincez. Écoutez, je savais même. Il y a une usine de préfabrication à Bois-des-Filions. Il a déjà eu, oui. Ben, je ne sais pas si c'est des projets qui sont personnels à lui, parce qu'au niveau je suis quand même dans le comité exécutif d'AGF, puis je n'ai jamais entendu parler ça. Ça s'appelait IME. Ah oui, OK, mais ça, c'est autre chose. Mais, ouais. C'était quand même à lui. OK, ben, parce que c'était une entreprise déficitaire. Je ne peux pas vous dire autrement. Ça a été un gros... je pense que les processus n'étaient pas bien intégrés, puis je pense qu'on n'avait pas les bonnes personnes, puis il y a un bout de temps où on a été obligé de se départir de ça. Ça fait quand même plusieurs années, au moins une quinzaine d'années de ça. C'est peut-être pour ça que c'est un souvenir douloureux. Vous m'aviez dit IME tout de suite, j'aurais tout de suite pigé, mais pourquoi s'en est débarrassé? Parce que c'était pas rentable. On fait des bons coups et des moins bons coups. Oui, excusez-moi. En fait, c'était pour nous offrir l'opportunité de l'acquérir à pas très cher. Qui chez nous est rentable. La machinerie, oui, c'est ça. Je pense pas que... D'autres questions? Oui, merci Patrick et Vincent pour vos présentations. Oui. Ma question concerne les enjeux, les véritables enjeux d'intégration de la préfabrication, que ce soit pour vous en termes d'armature et pour Pomerleau, qui est quand même un grand joueur de la construction. Oui. Quels sont les principaux enjeux? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le plan logistique principalement et même sur le plan... Tu as parlé tout à l'heure des concepts tels que le TAC, la soudure, TAC sur les aciers. Ouais. Quels sont les enjeux que vous rencontrez dans l'intégration de cette philosophie-là dans un contexte actuel où la pénurie de main-d'œuvre, justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros du travail, c'est en amont que c'est fait. Donc, nous, comme sous-traitants d'un entrepreneur, on va essayer de trouver des solutions puis de travailler avec les plans, mais c'est sûr que c'est niveau architecture et engineering qu'il faut que ça parte. Puis, moi, en fait, mon idée à moi, c'est qu'il y ait plus de collaboration en amont entre les architectes, entre les ingénieurs, puis que ce soit un entrepreneur ou que ce soit un gars d'acier d'armature. Parce que si vous nous laissez nous intégrer dans le processus, là, c'est sûr qu'on va avoir un mot à dire, puis on va dire, bien, regardez, là, tel chevauchement, ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on va faire beaucoup plus facilement que si, après ça, on arrive devant un produit fini. Mais évidemment, la manière dont on fait les choses actuellement, c'est comme ça. On répond à un plan, à une idée, à une façon de faire. On n'a pas tant de latitude, sauf dans des projets comme les PPP ou des choses comme ça, où là, l'aspect construction est plus amené. Mais je pense que ça vaudrait la peine qu'il y ait peut-être un comité avec les grands ingénieurs, puis ça existe peut-être là aussi, là, je ne sais pas. Mais où on pourrait avoir un mot qui soit qui pousse un peu plus dans ça. Et si on prenait le problème dans l'autre sens, est-ce qu'il y a moyen que vous mettez à la disposition des clients, architectes, ingénieurs, des modèles standards en mode IFC, peut-être qu'ils pourraient s'inspirer de ça dans leurs travaux, qu'on n'arrive plus à cette interaction de est-ce que le modèle conçu correspond à ce que nous sommes capables de faire? Je pense que Pomerleau aurait probablement plus de pouvoir qu'un gars d'armature. Pour l'armature, je veux dire, les architectes et les ingénieurs connaissent les standards, on a des longueurs de barres qui sont définies, tout ça, mais de toute façon, tout est dans la répétition. Hein. On a fait un projet, je ne sais pas si vous... Peut-être qu'il y en a qui le connaissent au HEC, lorsqu'il y a eu la construction du dernier gros bâtiment moderne de HEC, où il y avait justement des panneaux préassemblés qui étaient déjà designés comme ça. Et on avait fait tout ça en usine. Ils appelaient ça des bubble decks parce qu'ils mettaient des bulles à l'intérieur des dalles pour éviter de dépenser trop de béton. Puis c'était en fait... C'est comme du béton qui est non requis. Mais comme on faisait tout en usine, on pouvait arriver avec ces panneaux-là puis les disposer un après l'autre. Donc, c'est sûr que ça, on parle de dalles structurales où on aurait une possibilité au lieu d'avoir le coffrage qui est prêt, d'être obligé de poser chaque barre une après l'autre.
Mais je pense que si on avait un design plus standard où ça serait des panneaux, ben c'est quelque chose qu'on pourrait avoir. C'est sûr, je dépasse mon temps. Merci. Je pense qu'on pourra continuer à la pause avec d'autres questions. Merci beaucoup. OK, merci.